mission impossible. Donc, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle édition en partenariat avec Facebook. Alors, afin de planter un petit peu le décor, j'aimerais rappeler que le digital est évidemment en pleine révolution et dans de nombreux secteurs économiques. Et ces secteurs économiques ont déjà été positivement impactés. L'Afrique, évidemment, a également rencontré cette transformation et le besoin de connectivité afin d'accéder à Internet et aux services associés n'a jamais été aussi fort. De plus, 60% des Africains ont moins de 24 ans et à l'horizon 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains. Cette jeunesse demande légitimement un avenir digital et à court terme un accès à Internet. Le besoin de connectivité n'a jamais été aussi présent. Cependant, seulement 24% de la population subsaharienne est connectée à Internet via un mobile, selon le dernier rapport de l'ITU, International Telecommunication Union, de janvier 2020. Enfin, la disparité de connectivité entre les grandes villes et les zones rurales est beaucoup trop importante pour assurer une couverture totale du continent. La densité de population également, ainsi que les grandes distances à parcourir ne permettent pas à toutes les technologies d'être économiquement viables. C'est dans ce contexte que que le Wi-Fi public apparaît comme une bonne alternative afin de couvrir ce que l'on appelle le dernier mile. Quelques sociétés africaines innovantes proposent déjà du Wi-Fi public et gratuit, parfois en autonomie énergétique à l'aide de panneaux solaires pour éviter d'éventuelles coupures électriques. À nouveau, le Wi-Fi public qui peut être installé partout où les gens se trouvent, dans les jardins publics, les bâtiments administratifs ou même les minibus qu'on appelle matatu, par exemple au Kenya. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de challenges à relever et beaucoup de questions à répondre. Et afin d'avancer dans ce débat et d'apporter un éclairage particulier, je suis heureux de pouvoir en parler aujourd'hui avec nos trois speakers qui se trouvent ici présents. J'ai l'honneur d'accueillir M. Roch Omar Bougouma, qui est directeur général des TIC au sein du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes au Burkina Faso. M. Jean-Paul Chaïb, EMEA Head of Partnerships Connectivity chez Facebook en France. Et M. Abdou Khan, PDG de Wahoo Telecom au Sénégal. Alors, afin de planter un petit peu le décor, j'aimerais, M. Bougouma, si vous voulez bien, nous rappeler un petit peu le contexte de la connectivité en Afrique et nous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle le last mile, donc le dernier kilomètre, et de voir un petit peu en quoi le Wi-Fi peut être une bonne approche. Alors, il faut que vous êtes encore en mai. Je disais, il faut dire, globalement, vous avez déjà très bien situé le contexte. Donc, la connectivité en Afrique, aujourd'hui, comparativement aux pays développés, on n'a pas une forte pénétration de cette connectivité. Le last mile, comme vous le dites, c'est comment on va arriver donc à travers les grosses infrastructures de connectivité, arriver à la finalité chez les utilisateurs. Donc, je pense que le débat que nous allons donc avoir aujourd'hui va nous permettre de mieux planter et au regard des questions qui seront posées, d'apporter plus de précision sur comment, dans la finalité, on va arriver à descendre une bonne connectivité à l'endroit des consommateurs, donc à l'endroit de la population africaine. Alors merci, monsieur Bougouma. J'ai une question qui vient à monsieur Khan. J'ai évidemment mentionné des sociétés africaines innovantes. Je pense que vous en faites partie. Peut-être ce qui serait bien, c'est de nous rappeler en quoi vous êtes innovant, ce que vous proposez et quel type de challenge vous rencontrez encore actuellement. Merci Jean-Noël. Bonjour à tout le monde. Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rappeler un peu ce qui se passe en termes de technologie dans le monde en ce moment. Il faut savoir que pour ceux qui regardent régulièrement les journaux, vous savez que SpaceX, ils ont lancé un satellite avec des astronautes. Elon Musk travaille là-dessus depuis 2004. Et aujourd'hui, dans le monde, vraiment, on a des compagnies comme OneWeb, des compagnies comme Telesat qui sont en train de lancer
à peu près des nanosatellites qu'on appelle des satellites LEO pour pouvoir distribuer l'Internet partout dans le monde. Mais nous, ici au Sénégal, ce qu'on a pu réussir avec Facebook, c'est-à-dire qu'on a vraiment ubérisé le modèle Wi-Fi. C'est-à-dire que maintenant, on peut non seulement en termes de... Parce qu'il faut le rappeler en Afrique, les challenges en termes de connectivité, c'est l'infrastructure. Deux, c'est tout ce qui est électricité, énergie. Vous venez juste de parler de last mile. En termes de last mile, le Wi-Fi est la solution. Si vous avez la fibre, le last mile sur vos équipements sont gérés par le Wi-Fi. Donc, c'est une solution qui est fiable. Et ici, wow, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a réglé deux problèmes. Le problème de backhaul et le problème d'accès avec la plateforme Facebook Express Wi-Fi. Et une nouvelle technologie qu'on a testée avec Facebook, qu'on a mis maintenant sur Gorée. Il faut dire qu'on a connecté toute l'île de Gorée en haut débit grâce à cette technologie qui nous permet de résoudre ces deux problèmes qui étaient les problèmes les plus importants. Donc ici au Sénégal, en termes de connectivité et en termes de last mile, le Wi-Fi trouve être une solution fiable. Merci Abdou. On a déjà entendu mentionner 2 fois Facebook. Monsieur Chaïb, je vais basculer naturellement vers vous. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter peut-être de manière un petit peu plus précise et ensuite nous dire en quoi Facebook intervient spécialement en Afrique et pour donner un accès universel à Internet et en quoi le Facebook Express Wi-Fi est une solution intéressante. Merci Jean-Noël, bonjour à tous et merci Abdou pour avoir évoqué notre partenariat en des termes aussi flatteurs. Tout d'abord, je voulais peut-être faire une première petite introduction. Quand j'ai vu la vidéo de e-conférence, ça m'a fait remarquer à quel point le monde a changé et on est obligé de faire cette conférence en vidéo. Et je suis sûr, et grâce à vous tous, qu'elle va avoir beaucoup d'impact. Mais clairement, ça m'a donné qu'une envie, c'est de pouvoir participer à une de ces conférences dont on a vu des vidéos en personne, parce que c'est sûrement encore plus percutant. Bon, ceci dit, en effet, que fait Facebook dans la connectivité et pourquoi est-ce que Facebook se travaille dans la connectivité? Et c'est vrai que tout le monde connaît Facebook, je n'ai pas besoin de le présenter, ou en tout cas à certains niveaux. Mais Facebook a une mission, c'est de connecter le monde, on va dire. C'est un peu lofty, comme on dit en anglais, peut-être un peu presque prétentieux. Mais derrière ces prétentions, dans les deux sens du terme, cette prétention et ces prétentions, il y a en effet des gens dont je fais partie, dont mes équipes font partie, plusieurs centaines de personnes qui travaillent ardemment à trouver des solutions à la connectivité avec un objectif, somme toute, et désolé de prêcher un peu pour nous, assez noble, qui est de connecter plus de gens à Internet plus rapide. C'est un peu notre mission. Et toute initiative qui soit un peu scalable, c'est-à-dire qui puisse être multipliée à travers différents pays, à travers différents il y a différents pays et cas d'usage qui rentrent dans cette catégorie, de pouvoir connecter plus de gens à Internet plus rapide. Ce sont des projets à lesquels on s'intéresse avec, en général, quand même, l'objectif d'apporter une solution technologique plutôt qu'autre chose. Et on travaille sur plusieurs sujets. Vous avez certainement vu, par exemple, le câble sous-marin qui a été annoncé tout Africa, etc. Même si c'est un exemple un peu différent, puisque c'est aussi pour nos propres besoins en tant que Facebook que nous déployons ces câbles. Nous avons des projets de connectivité avec comme seule métrique le nombre de personnes qui se connectent à Internet et pas du tout le nombre de personnes qui se connectent à Facebook, même si forcément il y a un lien de cause à effet dans le temps. Parmi les projets, donc, comme l'a très bien dit M. Kahn de Wow Telecom, le Wi-Fi est un sujet incontournable.
tout le monde, pardon, mais il y a beaucoup d'équipements qui ont des connectivités Wi-Fi. Même si vous avez un smartphone qui n'est pas 4G ou 3G, il peut avoir une connexion Wi-Fi, des laptops, etc. Et même lorsque vous l'avez, tout le monde préfère une connexion Wi-Fi à une connexion 4G lorsqu'on est chez soi. D'ailleurs, les statistiques le montrent, que ce soit dans les pays émergents ou les pays dits développés, la consommation de data en Wi-Fi et en général représente 50 à 60% de data consommée, alors que le nombre de connexions en Wi-Fi, en général, représente un quart. Donc, ça montre qu'on consomme beaucoup plus en Wi-Fi, on attend d'être sur le Wi-Fi pour mettre à jour ses données, etc. Et, donc, à la fois d'un point de vue de marché adressable, le nombre d'utilisateurs qui peuvent utiliser, ils ont des équipements qui utilisent du Wi-Fi, et le type d'utilisation du Wi-Fi, donc des consommations de données plus importantes. Le Wi-Fi, c'est une technologie à laquelle on s'est intéressé. Il y a plusieurs initiatives que nous avons dans le Wi-Fi. Je vais peut-être en aborder brièvement deux, parce qu'elles ont été évoquées par mon estimé collègue. La technologie dite de SOMA, qui est en fait Self-Optimization Mesh Network ou Architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'idée qui existe déjà, on a des équipementiers qui le font, sauf que là, c'est du logiciel Facebook qui a été offert gratuitement à des partenaires pour qu'ils puissent l'implémenter, qui est de permettre au point d'accès Wi-Fi d'échanger du trafic, d'utiliser un réseau de collecte en mesh. C'est-à-dire que quand vous avez un réseau de bornes Wi-Fi, il n'est pas forcément nécessaire de les connecter par une fibre ou par un faisceau point à point pour qu'ils puissent ramener du trafic. On peut utiliser cette technologie-là et évidemment, ça réduit les coûts des équipements. Parce que je reviendrai avec qu'est-ce qui rend la mission du Wi-Fi public difficile? Eh bien, c'est la maîtrise des coûts et les revenus qui sont en général pas très élevés. Ce que fait la plateforme Express Wi-Fi, qui est une autre initiative de Facebook, c'est une plateforme clé en main qui permet de gérer des réseaux Wi-Fi d'envergure. Le Wi-Fi a un avantage, il est simple. N'importe qui on a tous des bornes Wi-Fi chez soi, n'importe qui peut le mettre dans son hôtel, mettre 4 ou 5 bornes Wi-Fi. Pour pouvoir déployer des réseaux Wi-Fi publics, donc souvent extérieurs, qui permettent à un grand nombre de personnes de se connecter dans un grand nombre d'endroits, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, voire plus, dans plusieurs pays. Il faut quand même rappeler que le Wi-Fi a des portées courtes, hein, on ne va jamais avoir une couverture nationale, bien sûr. Mais pour pouvoir faire ça de manière qui soit à la fois facile pour l'utilisateur, qui n'ait pas besoin de se reconnecter à chaque borne, qui soit on va dire, relativement peu coûteux pour l'opérateur, c'est de réduire les coûts au maximum, comme dans le côté SOMA, et aussi de permettre la monétisation, qu'elle soit directe ou indirecte d'un réseau Wi-Fi. C'est un certain nombre de problématiques à laquelle la plateforme Express Wi-Fi essaie de répondre pour permettre justement de gérer ce grand nombre, on va dire des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de points d'accès en même temps de manière uniforme, tout en offrant des méthodes intelligentes, j'allais dire, de monétisation qui ne soient pas toujours directes, parce que ce n'est pas partout dans n'importe quel pays que les gens sont prêts à payer pour du Wi-Fi, sauf dans certains cas, et de permettre aussi des méthodes de monétisation indirecte, parce que une des raisons pour laquelle la mission est difficile, sinon impossible dans certains cas, c'est que ce n'est pas de déployer des réseaux Wi-Fi, c'est de les maintenir et de les faire de manière rentable. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Oui, très bien. Et du coup, avant de rebasculer un petit peu dans le Wi-Fi public, je voudrais rebondir avec vous, Monsieur Bougouma. On vient de parler des technologies mesh, hein, donc j'ai une première question qui me vient, qui est pour avoir même un Wi-Fi public, il faut quand même avoir un premier accès à Internet, même si après on propage de part en part le signal. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites, vous, au sein du ministère du numérique et quelles évolutions vous voyez et quel type de projets sur lesquels vous travaillez? Vous pouvez nous partager quelques informations avec nous. Alors, merci beaucoup, Jean-Noël. Au niveau du Burkina, de façon globale, on est inscrit dans un programme régional qu'on appelle le PRICAO, le programme régional d'infrastructure des communications de l'Afrique de l'Ouest, donc qui accompagne le pays de mise en œuvre d'infrastructures. On a également un projet national qu'on appelle le Backbone national, et je crois qu'à travers la mise en place de ces infrastructures d'envergure, on pourra
au cas, donc dans des politiques de mise en place de Wi-Fi public, étendre dans des espaces donc dédiés ces types de Wi-Fi. Donc, Jean-Paul le disait tantôt, hein, aujourd'hui, une des problématiques, c'est le coût de la mise en place de ces types de solutions. C'est la maintenance des équipements qui sont mis en place et la cherté à la limite de l'accès donc à Internet. Donc, pour nous, dans un premier temps, on a un projet que nous sommes en train de finaliser, le FASO Wi-Fi public, donc qui sera indexé à l'endroit des populations dans les espaces publics, j'allais dire les marchés, parce que vous noterez avec moi qu'aujourd'hui, le commerce en ligne se développe, j'allais dire même à travers les plateformes Facebook. Vous voyez de plus en plus qu'il y a des ventes qui se font en ligne, des vendeurs improvisés. Nous avons également dans les écoles et les universités, donc ces endroits où effectivement il faut déployer ce type de solution Wi-Fi est gratuit. Donc, c'est des initiatives qui sont là. On s'inspire d'autres cas de réussite à travers des accompagnements sous-régionaux. Donc, cet accompagnement, je crois qu'il est inspiré du Wi-Fi for IE, qui existe également au niveau de l'Union européenne, qui appuie les États donc, à déployer donc, des types de Wi-Fi comme ça. Mais également, il faut noter que ça demande une implication de tous les acteurs. J'allais dire à la fois le service public, donc l'administration publique que nous représentons, parce que nous-mêmes, au niveau de l'administration publique, nous avons des services publics dématérialisés pour lesquels nous souhaitons effectivement que le public les consomme. Donc, il y a également les opérateurs eux-mêmes et les fournisseurs d'accès à Internet qui ont besoin, peut-être à travers ces points d'accès Wi-Fi qui seront déployés, à pouvoir faire des publicités, à pouvoir offrir également des services, et le consommateur lui-même qui a besoin donc d'accéder à ces services. Donc, ça demande vraiment une implication, j'allais dire tripartite, et une collaboration pour qu'on puisse arriver vraiment à mettre en œuvre de telles initiatives. J'espère que j'ai répondu à la question, j'ai été un peu long. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, comme vous n'avez pas été assez long, j'ai une nouvelle question pour vous, puisque vous m'avez, c'est bien, vous m'avez fait la jonction avec ma prochaine question. Vous venez de parler exactement du rôle que joue l'État, hein, les services publics, et aussi le rôle du privé. Est-ce que vous pouvez, avant que j'interroge les autres speakers, nous donner le type de partenariat, si ce n'est pas trop sensible, hein, le type de partenariat que vous avez actuellement avec les services privés? Qu'est-ce que vous êtes capable de laisser sous-traiter? Et en deuxième question derrière, qui est responsable de quoi, en fait, de la qualité du service, etc. Alors, je pense là-dessus, c'est tout le cœur problématique. C'est le modèle économique qui doit donc guider cette initiative-là, j'allais dire. Aujourd'hui, on a une autorité, et la plupart des États africains ont des autorités de régulation de la communication électronique. C'est à travers ces autorités-là qu'on arrive, que ce soit donc le privé ou que ce soit l'État, à s'asseoir donc et trouver le meilleur modèle qui existe. Donc, au risque de ne pas dire des choses que je ne maîtrise pas, alors je vais plutôt dire que c'est tout le cœur de la problématique, en fait. C'est le modèle économique qui doit donc nous accompagner chacun, enfin nous inciter chacun à nous asseoir et trouver la meilleure façon de mettre en place donc ce Wi-Fi public. Je prends par exemple l'exemple de la ville de Québec qui ont réussi donc un modèle assez parlant et exemplaire sur lequel beaucoup d'États africains donc, pourraient s'inspirer.
Vous voyez, on n'a pas pensé le Wi-Fi public comme un Wi-Fi national et devant être porté par une entité donnée. Donc, la plupart de nos États sont dans la décentralisation et chaque région, donc en fonction de son modèle économique, en fonction des entreprises qui sont là, en fonction de la société civile, donc s'asseye et regarde, s'organise pour voir qui va effectivement être responsable de la maintenance de ces équipements, qui va donc porter le coût et quels services on peut adresser à la population. Voilà. Donc, je crois qu'en prenant de façon non globale, mais de façon, j'allais dire, communale, si vous me permettez l'expression comme ça, on peut mieux adresser la question. Mais ça, c'est vraiment le cœur que doit reposer donc, ce type d'initiative. Parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer. On ne peut pas demander aux fournisseurs d'accès à Internet ou aux opérateurs de supporter donc, la mise en place de ce type d'infrastructure. Parce que dans tous les cas, c'est des structures qui doivent faire des capitaux. Donc, les demander de supporter à eux seuls peut-être la maintenance, ça suppose donc d'allouer un personnel spécifique, d'acquérir du vrai matériel et d'assurer la disponibilité et la continuité donc, du service. L'État, bien sûr, a sa part à jouer. Et les mécanismes, après des échanges, peuvent être trouvés. Et derrière, l'État en a besoin, parce que vous allez également le noter avec moi, la plupart des pays africains, et aujourd'hui, le contexte même de Covid-19 vient nous le rappeler. Nous dématérialisons de plus en plus le service public. Donc, aujourd'hui, je pense que ça aide l'État que la commerçante qui est au marché puisse payer effectivement ses impôts en ligne ou qu'une information qui puisse être diffusée le plus tôt et le plus vite possible. Mais en même temps, bon, quand on parle également de cette question, on a tendance à la ramener à toute la population et je voulais quand même noter, c'est quand même une frange de la population. Donc, aujourd'hui, on n'a pas assez de recul ou de statistiques pour dire, voilà, on a tel nombre de personnes qui disposent soit d'ordinateurs qui puissent se connecter à Internet, soit de terminaux de smartphones, par exemple, qui puissent se connecter à Internet. C'est surtout quand même la frange jeune et en général dans les grandes villes. Merci, Monsieur Bougouma. Ce que je noterais, c'est que, et on en avait parlé dans un précédent webinaire avec Facebook, les États africains utilisent les réseaux sociaux pour leur propre communication, donc c'est aussi un vecteur de médias. Et puis c'est marrant de voir que toujours les services digitalisés, les premiers qu'on mentionne en tant que service de l'État, c'est la collecte de l'impôt. C'est souvent par celui-là que passe la digitalisation des services publics. Mais Monsieur Khan, en fait, je reviens vers vous. On l'a vu, hein, le public clairement a besoin du privé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle et quelles sont les relations que vous avez actuellement avec le gouvernement et les services publics sénégalais et peut-être d'autres pays? Et comment vous voyez cette évolution pour fournir un Wi-Fi public? Au fait, moi, je pense que la question qui se pose, c'est que là, au fait, vous savez que la technologie avance beaucoup plus rapidement que la réglementation. Ici au Sénégal, on a fait des avancées énormes quand même en termes de partage d'infrastructures qui est très important parce qu'on est des petites sociétés, des sociétés de fournisseurs d'accès comme WOW. Par exemple, le gouvernement a su mettre en place des politiques qui nous ont permis maintenant d'être des sociétés vraiment viables en termes économiquement. Maintenant, il reste du travail à faire quand même. Hein?
il faut se dire que, par exemple, moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer un genre comme on a fait avec les énergies renouvelables, hein, avec le COP21, on met en place, les gouvernements africains doivent mettre en place des systèmes d'incentives pour pouvoir permettre aux sociétés privées comme WOW, par exemple, d'aller là où les compagnies, les gros opérateurs n'ont pas l'appétit d'aller. Par exemple, une zone rurale de moins de 50 000 habitants, c'est pas vraiment la solution, des solutions de connectivité, de fibres qui sont extrêmement chères, qui vont résoudre le problème de connectivité. Mais aussi, il faut que les États commencent, surtout en Afrique, commencent à approcher le Wi-Fi comme de l'utilité. C'est-à-dire, quand je parle comme une infrastructure, comme n'importe quelle infrastructure, que ce soit les routes, que ce soit des ponts qu'on met en place, c'est-à-dire il faut approcher la connectivité, mettre en place et ne pas taxer trop les sociétés privées pour qu'on puisse vraiment aller connecter ces gens-là qui sont hors de portée, qui sont dans des zones blanches. Et le Wi-Fi nous permet ça. Par exemple, on peut parler de chiffres. Hein. Pour mettre une antenne, une station de base LTE, ça coûte presque 50 000 $. Alors que le Wi-Fi maintenant, je peux mettre en place un réseau Wi-Fi, un site, avec moins de 100 $. Et ce qu'on a vraiment réussi à faire ici aussi en termes de déploiement, c'est-à-dire il y a des catalogues que les régulateurs proposent où les prix nous permettent, par exemple, de louer l'accès, c'est-à-dire le transport, le backhaul d'une société privée comme Orange, qui en a beaucoup. On utilise un paire de fibres pour nous permettre d'aller, par exemple, d'une région à une autre. Maintenant, juste pour revenir sur la partie incentive, c'est-à-dire que les sociétés privées ont besoin, par exemple, en termes de coûts. Par exemple, l'État peut dire, écoutez, si vous allez connecter certaines zones, vous avez par exemple des baisses d'impôts sur tel. Ça va nous permettre d'aller là-bas. Parce que maintenant, il n'y a pas... Au fait, le problème, je pense que c'est plus technologique. La technologie, non seulement les prix ont diminué, hein, qu'on se dise la vérité. Deuxièmement, c'est que l'infrastructure est en place aussi. Par exemple, au Sénégal, je parle du cas du Sénégal, où on a presque, il y a l'agence de l'État, l'ADIE, qui a 4500 km de fibre, donc partout au Sénégal. Il y a la Sonatel qui en a à peu près la même. Donc, en termes d'accès, on ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, c'est la partie vraiment réglementation. C'est là où l'État peut nous aider. C'est-à-dire de nous permettre de mettre en place vraiment des facilités pour qu'on puisse aller dans ces zones reculées. Merci Abdou pour ces précisions. Je vois que ça fait apparaître une nouvelle question concernant les coûts d'installation. Est-ce que le problème du déploiement du Wi-Fi est plutôt lié à l'installation initiale, donc l'initial cost, versus le cost of ownership, le coût de la maintenance et pour faire fonctionner ce service après? Qu'est-ce qui est le plus bloquant selon vous? En fait, honnêtement, pour vous dire la vérité, en ce moment, le plus bloquant, c'est le CAPEX. C'est le coût d'acquisition de ces équipements. Parce que, en Afrique, il n'y a pas de Cambium, il n'y a pas de Rackers, on n'a pas des sociétés qui font ces équipements. Donc, il faut qu'on puisse travailler avec des sociétés privées qui nous font confiance, qui nous donnent ces équipements parce que le modèle est rentable.
On peut, non seulement quand on met mais c'est moins cher. Un équipement Wi-Fi de pointe coûte $300. L'installation, c'est plus, c'est quoi? C'est $50. Donc, avec $350, on peut mettre un réseau qui peut connecter 500 utilisateurs. Et maintenant, on parle d'OPEX et tout ça. Et en termes d'OPEX, maintenant, tout ce qui est coût variable, là, au Sénégal, on a fait des avancées énormes parce que le giga qui se vendait en termes de transport, qui se vendait presque à $5 000, maintenant, on l'a ramené à $300. Donc, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Maintenant, côté, comme je vais me répéter un peu, il faut que ces équipementiers, que ça soit Ruckus, que ça soit Microtix, tous ces équipementiers, il faut qu'ils puissent nous faire confiance et mettre à disposition ces équipements pour qu'on puisse agrandir le réseau. En ce moment, à Dakar, on a un réseau d'à peu près disons 250 bornes Wi-Fi. On a des utilisateurs, à peu près, on a 8000 utilisateurs par mois. Et ça continue de monter. On espère que d'ici la fin de l'année, on sera à 15 000 utilisateurs par mois juste sur ces 250 sites. Donc, devinez, là, on a un plan de déployer 3 000 dans 2 ans. Si on déploie 3 000 dans 2 ans, on pourra atteindre une audience de 45 millions d'utilisateurs par tous les 3 mois, par trimestre. Donc, et juste pour revenir aussi sur la partie, vraiment la partie nous, en tant qu'opérateur privé, on doit créer de l'emploi, on doit créer de la valeur. Par exemple, notre mission chez nous, chez WOW, c'est vraiment de créer de la valeur. C'est-à-dire comment on peut impacter notre pays, comment on peut impacter cette jeunesse-là. Parce qu'on parle de, comme vous avez dit, 65% d'une population qui a entre 15 et 24 ans. Donc, il faut qu'on crée des boulots. Le Wi-Fi, l'Express Wi-Fi nous permet de donner du boulot à tout le monde, que tu sois illettré ou pas. Donc là, on peut pratiquement sur l'application, sur notre plateforme, on peut créer ce qu'on appelle des revendeurs. OK? Et on leur donne par exemple un site un site de Wi-Fi. Ils gèrent ça, ils se font de l'argent. Et ça, c'est là où je parle d'ubérisation. Au fait, le modèle est ubérisé. C'est incroyable, mais c'est ça. On peut vraiment non seulement créer des emplois, mais en même temps, on arrivera à vraiment mettre en place des solutions innovantes, comme M. Roch en a parlé, en termes de publicité, par exemple. Parce qu'on parle on parle de plateforme qui est à grande échelle. Donc, cela veut dire qu'on parle de régie publicitaire. Là, nous, on se voit être le plus grand régie publicitaire, on se voit être le déco le Clear Channel d'ici 2 ans. C'est possible, on va le faire. Maintenant, il faut l'infrastructure. Il nous faut des équipements, il nous faut un CAPEX à mettre en place pour qu'on puisse connecter les gens. Il n'y a plus de barrières, surtout au Sénégal. Je ne parle pas des autres pays. Là, on a assez de fibres optiques. Okay? On a les pôles par exemple, nous, en termes d'électricité, on n'a plus ce problème parce que ce qu'on a fait, il y a des poteaux électriques partout. Donc, on est parti voir la société qui gère l'électricité au Sénégal. On s'est dit, écoutez, nos équipements prennent moins de 24 volts, donc connectez-nous directement. Donc, on se connecte directement au pôle. Donc là, on n'a barrière pour vous dire, si des sociétés, si on réussit à mettre des fusées et des satellites, des nanosatellites à 14 000 km du sol, mais on peut quand même arroser des villes en Wi-Fi. Tout à fait, Abdou. Merci pour ces précisions.
c'est peut-être moins en termes de marque vendeur hein, de mettre du 24 volts et des bornes Wi-Fi que d'envoyer des satellites. Je pense que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus. Jean-Paul, je rebascule vers vous. Jean-Paul, avant de parler, parce que je vois qu'il y a pas beaucoup de questions sur le business model derrière, sur la gratuité, j'aimerais revenir avec vous. On a parlé tout à l'heure un petit peu de cadre législatif et de régulation. Vous, en tant que privé, comment vous interagissez à travers ce cadre? Est-ce que ce n'est pas un frein pour les services publics? Et le deuxième, peut-être vous aimeriez faire un point, si vous souhaitez, vous pouvez, avec les propos de Abdou concernant les incentives. Quel type d'incentive? Est-ce que vous voyez les incentives comme un moteur pour l'expansion du Wi-Fi public? Alors oui, merci Jean-Noël. Je voudrais réagir parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites extrêmement intéressantes et j'espère que je vais essayer de répondre à vos questions. J'espère que vous ne m'accuserez pas de me défiler sur la partie réglementaire. D'abord, c'est vrai que sur l'OPEX, les coûts ont peut-être baissé, mais il y a aussi, je crois, deux freins. C'est pour ça peut-être que, en particulier au Sénégal, c'est un sujet important pour une société comme moi. La première, il y a des droits de douane. Après, ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il y a, mais voilà, c'est bien de voir le prix ex-works, mais souvent les droits de douane peuvent être importants, sachant que, par exemple, c'est sûr que quand on compare, par exemple, le même business model en Europe avec des droits de douane très bas, alors qu'un autre business model où les droits de douane sont à 50%, vous prenez 50% sur votre CAPEX déjà pour commencer. Je ne cherche pas à justifier la légitimité de ça ou pas, mais ça rentre en compte quand on veut comparer qu'est-ce qui se passe. On a parlé de Wi-Fi for EU, ben oui, voilà, c'est déjà un coût qui est différent. Et puis deuxièmement, il y a l'accès au capital. Les taux d'intérêt, vous savez, en Europe, c'est 0 ou 1, 2, 3. Si vous êtes une grosse société, un FAI qui est rentable, vous êtes un One Internet, etc. Vous pouvez vous financer non pas seulement auprès de votre banque, mais auprès de l'équipementier lui-même. Vous allez voir un équipementier, vous avez un dossier financier solide, vous êtes aux États-Unis, en Europe, etc. Vous avez tous les critères. Ils sont très contents. Ils prennent, bien sûr, ils vous le vendront un peu plus cher, mais ils sont très contents de vous vendre et d'être payés à 6 mois, 9 mois. Enfin, voilà, ils sont très créatifs là-dessus. C'est beaucoup plus difficile. Malheureusement, je le déplore, mais c'est un fait. Aujourd'hui, en Afrique, quand il y a, pour toutes les raisons que l'on connaît, soit d'avoir un financement bancaire à des taux raisonnables, bien sûr, soit tout simplement, encore pire, de demander l'équipementier. En général, elle va vous demander de payer à l'avance. Après, bien sûr, peut-être un certain nombre certaines expériences, peut-être pourriez-vous commencer à négocier vos termes de paiement. En plus, vous le savez peut-être, mais en Europe, dans beaucoup de pays, mais je pense à la même chose aux États-Unis, vous avez des sociétés d'État, la COFAS en France, qui garantit. Donc, même si vous êtes un vendeur, vous avez dit qu'un microtique, vous voulez vendre à une petite société qui vous demande d'échelonner les paiements, vous pouvez vous faire assurer à coût moindre. Donc, du coup, tout le monde est gagnant-gagnant. Ces mécanismes-là, en tout cas à ce que je sache, n'existent pas de manière scalable encore et à des coûts raisonnables en Afrique. Vous avez déjà une pénalité, malheureusement, sur le CAPEX. Moi, je considère aussi que l'OPEX est particulièrement important. Bien sûr, au Sénégal, là, je pense déjà en entendant Abdou parler, vous voyez que l'Afrique ne manque ni de talent, ni d'ambition, ni de vision, ni. Et on a la chance de pouvoir travailler partenaires partout sur le continent. Et c'est une constante que l'on voit. Et particulièrement, en général, plus ils sont, on va dire, petits, j'aime pas le mot petit, mais voilà, quand on ne parle pas des grands opérateurs, plus il y a cet enthousiasme, cette volonté de transformer aussi cette mission sociale. Qui peut-être des fois est absente, en tout cas des considérations quotidiennes d'autres types de partenaires avec lesquels on travaille. Mais l'OPEX est un frein. Alors, il s'avère là qu'au Sénégal, parce qu'il y a du backroll abondant, comme le dit Abdou, parce qu'aussi il a réussi, et ça c'est un modèle intéressant, d'avoir un partenariat avec la compagnie d'électricité qui déjà fournit une électricité relativement stable, ce qui n'est pas donné partout, mais aussi avoir un blanket deal. Parce qu'imaginez que vous soyez obligé de mettre un compteur sur chacun de vos points Wi-Fi, vous avez déjà rajouté un coût là-dessus. Le fait d'avoir un deal en disant je peux me connecter, me mettre sur n'importe quel poteau et je paye tant par point d'accès, c'est un des problèmes. Il y a 3 ou 4 gros coûts structurels, mais en OPEX,
le backhaul et l'alimentation sont deux sujets, et le droit d'accès au site quand vous voulez le mettre sur un bâtiment. Donc là, il y a 3 problèmes qui ont été résolus dans un. C'est peut-être pour ça que l'OPEX est moins sur top of mind, si je peux utiliser cet anglicisme peut-être pour WOW, mais qu'on retrouve ailleurs. Mais vous pouvez penser que j'ai lu de votre question, je vais y venir. Oui, je pense que la réglementation est un sujet très important. En tant que Facebook, en tout cas Facebook Connectivité, nous avons une équipe policy qui a d'excellentes relations avec à la fois les régulateurs et les États. Moi-même, de mon expérience passée, je connais très bien les régulateurs et j'ai une grande admiration pour les régulateurs en Afrique qui font un travail formidable, des fois avec pas beaucoup de moyens et souvent avec énormément de compétences et de diligence. Mais ce que je remarque, et ça m'a fait, en entendant les propos de M. Bougouma, ça m'a, bon, ce que je savais, mais ça m'a encore rappelé, il y a une convergence des intérêts frappante. Et par là même, peut-être quelques occasions manquées. Entre ce que nous souhaitons en tant que Facebook Connected, c'est connecter plus de gens à Internet, c'est exactement, à quelques nuances près, ce que les pouvoirs publics dans chaque pays souhaitent aussi. Et puis, c'est aussi ce que souhaitent les fournisseurs d'accès Internet, avec bien sûr la volonté de pouvoir le faire de manière pérenne, durable et rentable. Et c'est là où je crois encore dans les premiers jours d'une collaboration. Même si le Wi-Fi est en effet, j'allais dire, presque une technologie bien éprouvée, bien connue, le Wi-Fi at scale, avoir des réseaux Wi-Fi d'une certaine ampleur qui répondent à un besoin de connectivité last mile, c'est quelque chose qui est un peu encore nouveau. Et cette convergence des intérêts, même s'ils ne sont pas 100% alignés, il faut quand même le reconnaître, pour être très simple, nous, Facebook, si le Wi-Fi est gratuit et que tout le monde est content, c'est très bien. Mais notre objectif, c'est de connecter plus de gens à Internet plus rapide, ce n'est pas de le monétiser. WOW Telecom a besoin de pouvoir payer ses fournisseurs, ses salariés et fournir des emplois dans le domaine. Et ça se fait avec des francs CFA ou des dollars, des euros, que sais-je. Ça ne se fait pas simplement en connectant des gens. Et encore une fois, les pouvoirs publics ont leurs propres contraintes. Et c'est là où je crois qu'on va avoir du travail à faire. Ça a l'air simple, mais en fait, ce n'est pas si simple. Parce que chacun de nous, les organisations sont des organisations avec leurs propres incitatifs, mais leurs propres contraintes. Facebook n'est pas en reste là-dessus, avec nos propres, on va dire, process et policies pour pouvoir rentrer dans des partenariats, justement pour ne pas être trop disruptif. On ne veut pas favoriser un écosystème par rapport à l'autre. Moi, je travaille sur des initiatives Wi-Fi, mais il n'est pas ni de ma mission, et c'est contraire à la mission de Facebook. Pour favoriser le Wi-Fi, on avait la conséquence non voulue de pénaliser une autre technologie ou de cannibaliser des revenus ailleurs. Mais clairement, cette convergence des incitatifs montre qu'il y a énormément de possibilités de meilleure collaboration. Public, GAFA, privé, pour rajouter une troisième. Plus on rajoute des chefs dans une cuisine, plus c'est compliqué. Mais si on le fait bien, plus on pourra je crois, réussir à créer de la valeur. Il y a bien sûr non seulement des incitatifs au niveau des États, des fois il y a des budgets, il y a des fonds de services universels, il y a des qui, l'on sait, pourraient être mieux coordonnés pour arriver à un impact. D'ailleurs, tout ce qu'a dit M. Bougouma, ça me fait penser qu'il faudra qu'on discute directement à un moment donné offline, parce que le projet face au Wi-Fi public, etc., il y a sûrement des choses intéressantes à faire et à apprendre, parce que c'est aussi la mission de Facebook, c'est d'essayer d'apprendre et ensuite de répliquer les modèles partout. Donc, oui, il y a énormément à faire, je crois, de possibilités que les pouvoirs publics peuvent, et au niveau de la réglementation, peuvent faire. En même temps, je pense qu'il faut aussi être, pas modeste, mais il faut accepter de prendre les... Ça, c'est mon côté un peu ingénieur de moi-même et de Facebook en général. Si on essaie de résoudre tous les problèmes à la fois, on ne résoudra rien et on finira par baisser les bras. Il faut pouvoir découper les problématiques, essayer de se fixer des objectifs, des programmes, des projets. C'est l'approche qu'on fait. Par exemple, chez nous, le projet SOMA est un projet à part. On a un projet donc Express Wi-Fi. On a un projet qui s'appelle Carrier Wi-Fi. On pourra en parler à un autre moment donné, mais qui est aussi pour pouvoir
permettre une convergence entre les opérateurs mobiles et les opérateurs Wi-Fi pour ce qu'on appelle le mobile data upload. On a énormément d'initiatives et on les sépare. Des fois, ce serait bien de tout faire en même temps, mais et ça peut des fois créer des confusions quand on parle des partenaires. Ah, vous faites ça, non, vous faites ça, oui. Mais c'est pour pouvoir les avoir, ce qu'on dit en anglais, des chewable chunks. On prend des morceaux que l'on peut mâcher, que l'on peut avaler, que l'on peut traiter, où on peut se donner des objectifs, des victoires petit à petit. Et je crois que c'est là où on est encore dans les premiers early days, comme on dit, il y a encore énormément à faire, mais je serais ravi de pouvoir discuter avec les homologues de M. Bougouma dans tous les pays africains, et bien sûr avec d'autres Wow Telecom et Wow Telecom, pour voir comment est-ce que l'on peut aider et identifier des programmes sur lesquels on peut apporter une pierre, et chacune des parties apporte une pierre. Ceci dit, mais ça, j'outrepasse un tout petit peu, j'allais dire, mon rôle en tant que connectivity. Évidemment, Facebook ne cherche pas à influencer, donc je n'ai pas rien à dire sur les droits de douane ou les impôts au Sénégal, etc. Ça, ce sont des prérogatives régaliennes, mais bien sûr, Monsieur Khan, en tant que citoyen sénégalais, a le droit d'interpeller ses ministres. Voilà. Alors, merci Jean-Paul, je vois qu'il y a des initiatives, je vois que vous êtes positif et dynamique dans l'action. Avant de revenir vers vous, monsieur Bougouma, j'ai une question peut-être directement pour Abdou. J'ai une question directe. Quel est le type de licence ou d'autorisation nécessaire au Sénégal pour l'installation d'un réseau Wi-Fi grand public? Au fait, il faut avoir une autorisation. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le code des télécoms au Sénégal a été revu, en fait, pour alléger tout ce qui est en termes pour aider les sociétés privées qui sont détenteurs de cette autorisation de pouvoir se déployer et payer des redevances, c'est-à-dire à moindre coût. Je voulais juste aussi revenir juste un peu sur notre cas particulier, ce qu'on est en train de faire ici avec Facebook au Sénégal et aussi sur le réseau. Il faut noter que j'ai quelqu'un qui m'a un peu interpellé ici sur le chat par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a. En fait, là, comme on n'a pas encore aussi ouvert le réseau, parce qu'il faut savoir qu'on a dû intégrer des systèmes de paiement mobiles ici, comme Orange Money, comme comment ça s'appelle, Wari, des systèmes qui sont locaux ici. Donc, on a dû, on a ouvert notre réseau en termes de volume. On a laissé les utilisateurs à peu près utiliser 100 mégas 2 fois par jour, gratuitement. Mais le réseau qu'on a en ce moment, les 200 sites qu'on a en ce moment, chaque AP, chaque site peut gérer 500 utilisateurs simultanément. Donc, normalement, si on ouvre le réseau et que les gens commencent à payer, c'est un business model qui est vraiment rentable. Et non seulement là, on est en train de tester ce qu'on appelle Facebook Fan, Facebook Audience Network, c'est-à-dire que Facebook maintenant va nous envoyer comment on appelle ça, des ads, de tout ce qui est publicité. Donc, si par exemple le réseau, selon notre business model, si un AP fait à peu près 1,6 $ par jour, le réseau est rentable. Donc, ça, c'était juste pour répondre à M. Dominique Baron, qui m'a interpellé sur le chat. Mais l'avantage ici aussi, c'est que avoir un réseau Wi-Fi n'est pas compliqué. En fait, c'est pas comme mettre des sites, des rectifiers, faire des radio planning, parce que là, on parle de comment on appelle ça, de fréquence ouverte, qui est aussi le problème.
qu'on se dise la vérité, parce qu'il y a aussi en termes, techniquement, il y a ces interférences parce que tout le monde utilise les réseaux sur le Wi-Fi, c'est la 2.4 et la 5G qui sont ouverts à tout le monde. Par contre, nous, on a pu mettre en place des filtres qui nous permettent d'éviter ça. Donc, c'était juste pour tousser sur ce point parce que je vois qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui demandent ça, quoi. Alors, merci Abdou pour ces précisions. Comme disait Jean-Paul, il faut attaquer problème par problème. C'est vrai que avoir plus de Wi-Fi, ça veut dire aussi avoir plus d'interférences, mais il faudra faire étape par étape, j'imagine. Monsieur Bougouma, on a parlé Jean-Paul a parlé pendant sa réponse tout à l'heure de partenariat public-privé. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose et nous indiquer un petit peu ce que vous faites, vous, de votre côté? Merci. Effectivement, le partenariat public-privé aujourd'hui, c'est un modèle dans lequel la plupart de nos États se tournent parce que vous noterez avec moi, et Jean-Paul l'a très bien expliqué, les besoins sont grands et les priorités pour les différents États sont énormes. Donc, nous avons des priorités de santé, des priorités d'éducation. Aujourd'hui, les États font de plus en plus face au terrorisme. Donc, les priorités sont énormes et l'État, à lui seul, évidemment, les pouvoirs publics à eux seuls, ne peuvent pas indexer l'ensemble de ces problématiques. Voilà pourquoi de plus en plus les réflexions sont menées, sinon déjà des entreprises là-dessus et puis des résultats palpables dans les différents États pour demander l'appui sur l'accompagnement du secteur privé. Et ça se passe fort heureusement en bonne intelligence parce qu'il faut noter effectivement, je le disais tantôt, c'est vrai que quand on parle du service public de l'État, on parle beaucoup des impôts, mais ce n'est pas uniquement les impôts. Il y a l'information même que l'État a l'obligation de donner à l'endroit des usagers donc du service public. Il y a des questions de transparence que les différents États essaient donc d'indexer. Il y a aujourd'hui l'information ouverte, donc le PGO, le gouvernement ouvert a les données disponibles pour informer, parce que l'information étant un droit pour le citoyen. Donc, aujourd'hui, on ne peut que dire, à défaut de moyens conséquents, c'est de s'appuyer naturellement sur des partenariats publics et privés qui sont menés effectivement en bonne intelligence. Et je vais noter avec Jean-Paul que nous sommes du reste disponibles pour échanger avec son équipe pour voir comment on peut mieux lui expliquer déjà le concept chez nous, lui dire dans quel sens nous sommes en train d'aller. Et si naturellement, on peut avoir une collaboration, donc vous l'avez dit également, en tenant compte de la réglementation existante, parce que c'est ça aussi l'État, nous sommes bien sûr preneurs. Alors, parlant de la gratuité, je le dis, on doit donner l'information, mais la plupart du temps, tenant compte de nos différentes priorités, le Wi-Fi gratuit, oui, last mile gratuit, moi je le vois en amont effectivement dans les universités. Aujourd'hui, une université sans connexion, je pense que c'est comme une université sans professeur en réalité. Donc aujourd'hui, le modèle même d'enseignement a complètement changé. Donc les universités, les écoles, les bibliothèques, les marchés également, parce qu'il y a des services marchands aujourd'hui. Donc on voit, et je crois le Sénégal est un bel exemple. Au Burkina également, il y a des startups dans ce sens. On vend des légumes, aujourd'hui en ligne. On vend des pains en ligne. Les filles, les garçons, comme je le disais, des vendeurs improvisés, donc qui vendent leurs services en ligne. Et ça, c'est effectivement
important et c'est comment mettre en place effectivement des choses comme ça pour aider chacun. Et vous noterez dans nos échanges, vous allez noter encore une fois de plus que tout repose sur le modèle économique. Qu'est-ce que l'opérateur, parce que l'État ne peut pas le faire seul, comme je l'ai expliqué tantôt. Les opérateurs, qu'est-ce qu'ils vont gagner à accompagner l'État en mettant en œuvre en mettant en œuvre, va gagner en mettant en œuvre, en accompagnant l'État dans ça. Bon, c'est tout ça le modèle. Donc, je pense que je ne suis pas la personne appropriée pour donner quelques leçons, que ce soit sur le meilleur modèle qui existe, parce qu'il est dépendant, comme je l'ai dit, d'une région, même dans un pays, d'une région à une autre. Il est dépendant d'un pays à un autre. Et c'est ensemble, en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes, que nous devons nous asseoir et dire, voilà le modèle qui sied le mieux. Il faut aussi noter que pour les entreprises et même l'État, il y a également la participation citoyenne qui peut être un facteur de mise en place de ces réseaux. Il y a des pays, quand vous voyagez, vous voyez dans des pays comme le Niger, pour ne citer que celui-ci, il y a des espaces publics qui sont ouverts, mais ce n'est pas l'État qui l'a fait, c'est des entreprises publiques qui ont ouvert des espaces de jeux pour jeunes, ils ont mis le Wi-Fi disponible. Donc, je vais prendre un exemple simple, que ce soit les services publics de l'État ou enfin, les administrations publiques ou les sociétés privées, mais dans la participation citoyenne, quand vous descendez de travail la nuit, vous ne consommez pas, mais vous payez. Parce que quand vous payez, la facture, elle coûte de 0 heure à 0 heure et vous payez le même coût quand vous ne travaillez pas la nuit. Donc, vous pouvez faire un Wi-Fi libre pour l'utilisateur pour que les jeunes, vos petits frères, vos enfants puissent se connecter en le déconnectant bien sûr de votre infrastructure. Et c'est ça que j'appelle la participation citoyenne et tout ça va aider donc la population à mieux avoir l'information juste. L'information juste et correcte. Merci. Merci, Monsieur Bougouma. Vous le voyez, hein, Abdou est vraiment hyper connecté parce que pendant la vidéo, il arrive à répondre au chat et aux questions sur le côté, donc n'hésitez pas à poser des questions. Une question pour Jean-Paul maintenant, puisqu'on a parlé de gratuité et je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver, on va basculer sur les modèles économiques. Il y avait une première question tout à l'heure, et vous en avez fait référence, Abdou, vous avez dit que vous avez le potentiel d'être le Jean-Claude Decaux du digital dans les 2 ans à venir. Et il y avait une question juste avant en disant il y a des modèles économiques où on peut, en proposant un hotspot gratuit, Wi-Fi gratuit, proposer de la publicité et donc être un point d'entrée pour certains gens de la publicité, de pouvoir impacter et de proposer à l'inverse un service gratuit. Jean-Paul, on le voit, la gratuité, c'est une vraie question. Quel est votre avis sur est-ce qu'un Wi-Fi public doit être gratuit? Et gratuit veut dire il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Est-ce que ça pourrait être une publicité? Comment vous imaginez cela? Très bonne question, merci Jean-Noël. Le Wi-Fi public gratuit, oui, mais en effet, quelqu'un doit payer. Je pense que vous l'avez bien résumé. Et d'ailleurs, dans la gratuité, on peut y avoir plusieurs niveaux. Si jamais vous avez un Wi-Fi public ouvert, gratuit et personne ne paye, vous savez très bien ce qui va se passer. Quelques semaines, quelques mois plus tard, ça n'a plus fonctionné. Point. Aujourd'hui, il y a peut-être mes avis personnels, mais je peux vous parler déjà un peu de ce qu'on essaie de faire d'un point de vue plateforme en tant que Facebook, dans ce qu'on fait sur Express Wi-Fi. C'est d'essayer d'offrir le maximum de modèles de monétisation possibles en permettant à nos partenaires, donc aux utilisateurs de la plateforme, de régionaliser, c'est-à-dire de pouvoir permettre qu'un modèle s'applique peut-être par exemple dans les universités, un autre dans certains espaces publics, un troisième dans une autre ville. Donc non seulement il y a la possibilité, si jamais l'accès est payant, de faire des différents data packs, etc. Vous pouvez faire 1 heure à 100 francs CFA, une journée à 1000 francs, que sais-je, mais aussi de permettre différents modèles de monétisation. Et à ce qu'on appelle les grandes familles de modèles, les modèles directs, c'est-à-dire l'utilisateur paye,
d'une façon ou d'une autre, essentiellement soit avec du mobile money, soit il va aller acheter du crédit auprès d'un revendeur local, etc. Et soit c'est quelqu'un d'autre qui paye. Et là encore, il y a les paiements dits directs. Je vous donne un exemple, les vouchers, un restaurant, un hôtel qui utilise Express Wi-Fi, qui va lui-même finalement payer l'opérateur en monnaie sonnante ou trébuchante et le distribuer auprès de ses utilisateurs, etc. Et puis, il y a les modèles indirects, où là, par exemple, ça peut être, évidemment, on pense tout de suite à la publicité. Vous vous connectez, vous devez regarder une vidéo, vous cliquez dessus et ensuite vous avez droit. Alors là encore, c'est configurable, hein, à une journée gratuite, une demi-journée gratuite, que sais-je. Ou bien tout simplement le modèle plus sponsor, c'est-à-dire vous avez un hotspot dans un endroit donné, c'est sponsorisé par EcoBank, je ne veux pas faire de publicité à qui que ce soit, mais bon, ou l'aéroport de Ouaga, ou telle ou telle société privée qui finalement paye directement l'opérateur. Et donc, ce sont ces modèles-là qui sont possibles. On a aussi un partenaire, par exemple, vous avez parlé des Matutu au Kenya. Lui, ce qu'il fait, ce sont des micro-tâches, c'est-à-dire que les utilisateurs répondent à des questionnaires ou font ce qu'on appelle les micro-tâches. Et en échange de ces micro-tâches, ils gagnent ils gagnent des points et finalement, ils gagnent du temps d'utilisation sur le Wi-Fi. Je ne crois pas aujourd'hui que nous ayons un modèle qui marche, qu'on puisse dire, ça, c'est le modèle qu'il faut appliquer partout. Et d'une part, parce que chaque pays est différent, chacun a ses contraintes, etc. Mais aussi parce que on pense que pour pouvoir justement atteindre le maximum de potentiel d'un Wi-Fi public, il faut pouvoir avoir différents modèles. Il y a des endroits, il y a des pays, il y a des gens qui sont prêts à payer pour un Wi-Fi illimité toute la journée, etc., parce qu'ils sont souvent dans des régions servies par ce réseau. Et puis, il y en a d'autres. On a par exemple un autre exemple. Donc, souvent dans nos modèles, nous avons, comme Abdou l'a mentionné, la possibilité d'offrir, par exemple, 100 MB gratuits à chaque utilisateur. Bien, si vous téléchargez une application donnée, vous recevez 200 MB. Et puis, on voit aussi des gens qui vont utiliser leur quota et vont revenir le lendemain et utiliser notre quota. On peut aussi limiter le nombre de… Vous pouvez l'avoir pendant 6 jours, 7 jours et ensuite, ça ne marche plus pour cet utilisateur. Bref, tous les modèles sont possibles. Nous, ce que l'on croit, c'est qu'il faut permettre cette multiplicité de modèles. Bien sûr, il ne faut pas tout faire en même temps. Mais pour un opérateur donné, c'est un menu, si vous voulez, dans la plateforme et il peut choisir les 2, 3 ou 4 modèles qui vont bien. Prenons les exemples des universités. On peut imaginer que le corps enseignant, voire les étudiants qui sont identifiés par soit leur numéro de téléphone, soit l'adresse MAC, pour rentrer un peu dans les détails techniques, de leur device, eux, aient accès à un Internet potentiellement illimité ou alors limité à un certain débit ou limité à tant d'heures par jour, gratuit pour eux. Après, qui paye, c'est une autre question. Est-ce que l'État subventionne une partie? Est-ce que c'est l'université qui paye une partie, etc. Mais que d'autres utilisateurs, ou bien ceux qui consomment plus qu'un quota donné par étudiant, etc., eux, soient amenés à payer pour permettre justement à l'opérateur de rentrer dans ses frais. Clairement, bien entendu aussi, si le modèle le permet, la publicité dans un cadre universitaire, c'est particulièrement intéressant. Là, je ne sais pas mon rôle en tant que dans la connectivité, mais de mon expérience, vous avez forcément un profil déjà bien connu d'utilisateurs. Et donc, les marques savent très bien, sont prêtes à payer un peu plus lorsqu'elles s'adressent à un public bien ciblé, étudiants ou professeurs. Donc, voilà, si vous voulez ma réponse. Le gratuit pour tout le monde et personne ne paye, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce n'est même pas souhaitable, je dirais. Même si vous aviez demain, je ne sais pas, la Banque mondiale qui vous dit « Allez, prenez 2 millions et déployez », oui, mais ça va s'arrêter. Donc, pour qu'un modèle fonctionne, il doit pouvoir avoir une rentabilité dans le temps. Et même si on réussit à faire abstraction du CAPEX, de la première année d'OPEX, à terme, il faut que ça puisse s'équilibrer. Et c'est cette équation, c'est quand on avait mis le titre Mission Impossible, tout le travail que l'on fait, c'est rendre la mission impossible possible. Et c'est ces équations-là, c'est toutes ces solutions que nous essayons de mettre en place pour essayer de rendre l'équation soluble, et voire même très soluble, dans le sens où notre objectif, c'est justement de rendre ça tellement
rentable. Abdou de Wav va être content quand je dis rentable, que finalement, il y aura plusieurs acteurs et que la connectivité puisse vraiment s'étendre dans des zones où le pouvoir d'achat est forcément plus faible, où les coûts sont un peu plus élevés, et pas forcément se limiter dans les zones les plus peuplées où déjà, en général, il y a une offre. Alors merci Jean-Paul. Peut-être qu'Abdou, vous voulez rebondir là-dessus. Et puis, je rajouterai peut-être la question, si vous souhaitez la prendre, qui est vraiment une question, mais une remarque de Dominique Baron, c'est le gratuit n'a jamais permis le développement, les modèles à prix bas, oui. Est-ce que vous voulez rebondir dessus et peut-être rebondir également sur les propos de Jean-Paul sur la gratuité? Je suis aligné avec Dominique Baron. Je pense que, au fait, les gens sont prêts à payer pour le Wi-Fi. Donc, pourquoi une gratuité? Maintenant, je pense que les coûts en termes de tarifs doivent être plus bas. Parce que, par exemple, la 4G, c'est cher. Le mobile, sur le mobile, vous savez, vous ne pouvez pas regarder sur votre téléphone deux séries de Netflix. Sinon, c'est comme une voiture américaine qui consomme de l'essence. Donc, pour nous, c'est ça, c'est-à-dire c'est du low cost. C'est-à-dire ici, on peut te vendre, disons, je ne sais pas, on peut vous vendre de l'illimité pendant 6 mois sur le Wi-Fi. Vous consommez à volonté. Les gens ici au Sénégal, dans certains quartiers, ils sont sous la fenêtre des gens pour se connecter sur le Wi-Fi des autres. Donc, si tu demandes à cette personne, viens payer 100 francs CFA, qui est moins de, je ne sais pas, 25 centimes de dollars, ils vont le faire volontiers. Ils le font. Donc, pour moi, c'est juste en termes de low cost. Maintenant, c'est vrai que la bande passante est toujours chère jusqu'à présent en Afrique. Ici au Sénégal, on est un peu chanceux que maintenant la STM1, qui se vendait, c'est-à-dire 150 mégas de capacité d'IP Transit qui se vendait à 7 000 $, je m'excuse, 100 000 $, maintenant est à 7 000 $. Donc, c'est des coûts considérables et qui vont continuer de baisser. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Facebook a investi sur le câble Tour Africa. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment permettre aux gens de se connecter partout et vraiment, le terme africain à gogo. C'est-à-dire que tout le monde puisse consommer l'Internet comme on veut. Maintenant, en termes de modèle économique, bien sûr, il y a les partenariats qui font sens. Par exemple, il y a les organismes non gouvernementaux, les sociétés, par exemple, comme Kiren, je ne sais pas, des sociétés comme Evian qui vendent de l'eau et tout ça, qui peuvent permettre, par exemple, de monétiser. En termes de monétisation, honnêtement, il n'y a pas de limite sur ce plateforme. En termes de monétisation, c'est-à-dire qu'il faut un bon sales agent qui peut aller là-bas et tous ces sites peuvent être sponsorisés. Les sites peuvent être sponsorisés et en plus de ça, je parle aussi par rapport au système. Par exemple, les gens en Afrique, comme vous le savez, si je me connecte, ça dépend de la stratégie du déploiement. Par exemple, là, on se connecte devant un immeuble. On met notre point d'accès devant un immeuble. C'est-à-dire, on peut même arriver à faire payer quelqu'un qui habite dans un immeuble un coût fixe par mois. Au lieu de payer genre 100 francs, la personne peut payer 20 000 francs le mois pour avoir l'Internet par mois. Grâce au site, grâce à un seul point d'accès qui est juste en face de lui. Et ça marche. Ça marche parce que ça te permet, par exemple, dès que tu as 9, d'après nos calculs, par exemple, dans ces centres de zone, si tu as, je pense qu'on avait fait un modèle où si on a vraiment 9 utilisateurs fixes qui habitent dans ces immeubles, qui nous payent, le coût de l'investissement est amorti en 6 mois. Donc, en termes de, il faut juste être, vraiment, il faut être créatif. Il n'y a pas de limite. Merci. Oui, merci Abdou. Je pense qu'on rentre dans la dernière partie de notre débat. J'aimerais discuter avec vous et avec vous, Monsieur Bougouma, de deux aspects. Ces deux aspects liés à la responsabilité. La première, c'est
qui est responsable de la qualité du service d'un Wi-Fi public? Et deux, et je pense que ça va engranger plusieurs questions, qui est responsable des échanges de données et de la sécurité autour de ce hotspot? Alors, merci. Donc, avant de répondre à cette question de responsabilité, permettez-moi de juste, effectivement, on note pour les entreprises, je l'ai dit, hein, les entreprises comme celle de Abdou, naturellement, elles ne sont viables que lorsqu'elles font du bénéfice. Maintenant, pour ce qui est du service des pouvoirs publics, c'est également de leur obligation de mettre en place tout ce qu'il y a comme outils qui permettent de donner l'information juste aux citoyens. Donc, je prenais par exemple l'exemple des universités. Aujourd'hui, ou des bibliothèques. On a aujourd'hui des bibliothèques virtuelles. Un étudiant qui arrive dans une université où il n'y a pas de connectivité, où il n'y a pas d'Internet, je crois qu'il est à 15 années de retard que les autres étudiants des pays qu'on qualifie en griffe de pays développés. Donc, aujourd'hui, il est de la responsabilité de nos États même de mettre en place ce type de last mile dans l'enseignement, dans les universités, comme dans les écoles, comme dans les bibliothèques. Du reste, on note que la plupart des États, dont le Burkina Faso d'ailleurs, sont dans cette dynamique d'interconnecter les universités. C'est indéniable, on ne peut qu'aller vers ça. Alors, aujourd'hui, par rapport à la question que vous posez, la responsabilité sur les données échangées, j'ai envie de demander aujourd'hui, par rapport au GSM, je vais poser la question à l'envers. Le GSM, quand j'appelle, qui est responsable de la communication que j'émets? Ça reste l'utilisateur. Donc, chacun est responsable de ce qu'il fait sur un Wi-Fi public. Et vous noterez avec moi que quand vous êtes sur les Wi-Fi publics gratuits, on est toujours en train de vous sensibiliser sur le fait de faire attention parce que vous êtes sur un Wi-Fi gratuit et de ne pas communiquer des informations sensibles. Donc, chacun est responsable de sa donnée, de ce qu'il communique, des informations qu'il donne. Et maintenant, naturellement, les entités, que ce soit l'État qui l'ait mis en place ou les sociétés comme celle de Abdou, ils restent responsables de la sécurité de leurs équipements. Parce qu'on a aujourd'hui effectivement l'habitude de se tromper sur certaines notions de sécurité, sans être spécialiste en la sécurité. Mais je pense que le premier niveau, c'est déjà la sécurisation même de l'environnement physique où se trouvent les équipements. Voilà, effectivement, Abdou déploie c'est hotspot et c'est disponible, enfin, n'importe quelle personne peut passer et débrancher le chargeur. Je pense qu'il y a un problème de sécurité. Donc, moi, je vois la chose à deux niveaux comme ça. Pour l'information, nous restons responsables des informations que nous communiquons à travers les plateformes de Wi-Fi public, gratuit ou à low cost. Et pour l'infrastructure elle-même, c'est celui-là qui met l'infrastructure en place qui est responsable donc de la sécurisation physique et puis des différents protocoles de sécurité qu'il faut déployer là-dessus pour garantir à minima donc la sécurité de ceux qui utilisent. Sans oublier que dans nos États également, il y a une troisième entité qui est les commissions de l'Internet et des libertés. Je ne sais pas si je pense qu'au Sénégal, il y en a, qui sont également là pour accompagner les États dans le respect des données à caractère personnel. Donc, on collecte l'information. Est-ce que la plateforme qui est déployée, par exemple, par la société de Abdou, collecte de l'information ou est juste un canal de transit d'information d'un point A à un point B? Oui, tout ça, je crois que nos textes dans nos différents pays, chez nous, c'est la loi 10/2004 qui encadre cela. Je ne connais pas celui du Sénégal, malheureusement. Mais tout ça, c'est encadré du reste par les législations dans les différents pays.
Merci. Merci, Monsieur Bougouma. Je mettrai juste une petite réserve sur la sécurité. Pour un réseau mobile, la plupart du temps, on est déjà authentifié, identifié, alors que sur un réseau public, la plupart du temps, on ne l'est pas, d'où ma question. Et du coup peut-être, Jean-Paul, on peut basculer aussi sur la question de responsabilité, alors de la protection des données des utilisateurs, mais aussi d'un point de vue cybersécurité, de l'accès à ces hotspots. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de choses. Merci. La question. Merci Jean-Noël. Beaucoup de choses. En fait, il y a plusieurs niveaux. Tout d'abord, vous disiez sur un réseau mobile, on est authentifié. Alors évidemment, là, je vais parler des réseaux Wi-Fi qui utilisent la plateforme Express Wi-Fi. On va parler des autres plateformes, on pourrait. Et sur la plateforme Express Wi-Fi, on est aussi identifié. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder au service, par défaut, pour l'instant, c'est avec le numéro de téléphone et on reçoit un code qu'il faut rentrer pour justement vérifier que vous êtes bien l'utilisateur. Et ensuite, l'utilisateur est identifié par l'adresse MAC, donc une adresse unique du réseau sur le téléphone. Ça ne veut pas dire, et là encore, je ne veux pas m'avancer dans des sujets que je connais moins, qu'il n'est pas possible et qu'il n'y ait pas des possibilités de failles, tout comme il y en a aussi, vous connaissez dans la 2G, la 3G, hein, les différents équipements d'interception, etc. C'est possible si l'on veut, mais il y a quand même un premier niveau, si vous voulez, d'accès. Ce n'est pas n'importe qui peut se connecter au réseau Wi-Fi sans mot de passe, sans rien. Il faut au moins fournir son numéro de téléphone et on est identifié comme ça. Donc ça, c'est sur la sécurité, si vous voulez, du réseau par rapport à des piratages éventuels. Nous avons aussi, mais ça c'est sur la plateforme, des méthodes de détection automatique de trafic inhabituel, de behavior, pardon pour le mot bien en anglais, de comportement inhabituel sur la plateforme qui pourrait laisser penser qu'il y a des problèmes. Mais de toute façon, à ce moment-là, on alerte. C'est une plateforme, je vous rappelle, on alerte l'opérateur, par exemple dans la télécom, qui a lui de prendre les mesures qui s'imposent et de sécuriser le réseau s'il le faut. Ensuite, sur la protection des données personnelles. Vous savez, c'est un sujet très sensible, et surtout Facebook fait très attention à ce que l'on fait. Mais là, c'est là où, si vous voulez, il y a une grosse différence entre Facebook et Facebook Connectivité. C'est-à-dire que la plateforme Express Wi-Fi, les données qui sont collectées, lorsqu'elles sont collectées, elles sont limitées uniquement pour fournir le service Wi-Fi. Donc, on connecte très, très peu d'informations sur l'utilisateur. Essentiellement, on ne collecte dans la plateforme, hein, je parle, on ne peut collecter que son numéro de téléphone, vous me direz c'est déjà beaucoup, et l'adresse MAC pour pouvoir l'identifier. Et si vous voulez, pour parler d'un point de vue télécom, on a le data plan, tout ce qui est au niveau de la data et tout ce qui est au niveau du contrôle. Le contrôle, c'est contrôler, par exemple, pouvoir savoir combien, s'il lui reste du forfait, s'il a payé, il ou elle, bien sûr, hein, s'il a été correctement identifié. Tout ça, ce sont des données dont on a besoin pour pouvoir simplement savoir s'il y a encore du forfait, s'il faut racheter, si on peut lui envoyer un SMS de promotion pour inciter à renouveler un abonnement, etc. Par contre, tout ce qui est donné, c'est-à-dire que fait l'utilisateur sur l'Internet, nous n'en avons, dans la plateforme Express Wi-Fi, n'a pas accès à ces informations qui sont, si vous voulez, reroutées vers l'opérateur, donc dans le FAI, vers l'opérateur, avant d'arriver à la plateforme. Donc, la plateforme Express Wi-Fi ne peut que connaître, si vous voulez, la consommation d'Internet de l'utilisateur, et c'est à peu près cela. Malgré cela, évidemment, l'information est anonymisée, il y a ce qu'on appelle du hashing, etc. Et à chaque fois que l'on déploie avec un partenaire et dans un pays, nous avons une équipe qui revoit la réglementation en vigueur et vérifie que nous pouvons en effet permettre à nos partenaires, parce que finalement, nous ne faisons que mettre à disposition une plateforme logicielle, mais quand même, pour éviter tout risque réputationnel et pour s'assurer qu'on ne met pas nos partenaires en difficulté. Il faut bien leur fournir une plateforme qui leur permet de respecter la loi locale. Nous avons des équipes qui vérifient la conformité de notre plateforme avec la plateforme, avec les lois du pays. Ça n'empêche pas, évidemment, pour des besoins de publicité ou autres, etc., l'opérateur lui-même de faire son propre marketing, de voir son propre CRM et de gérer ses abonnés de la façon
dont ils le souhaitent. Mais c'est important de comprendre que la plateforme Wi-Fi ou toutes les initiatives de Facebook Connectivité n'ont qu'un objectif de connecter des gens à Internet et nous n'avons même pas les moyens de savoir, en tout cas directement, si ou d'influencer l'utilisation de ce qu'on appelle des Facebook Properties ou autres. Donc, oui, il y a une collecte, j'aime moins le mot, mais je n'en trouve pas de meilleur ou de moins mauvais, d'informations à propos des utilisateurs, mais c'est simplement pour pouvoir les identifier, les authentifier, vérifier qu'ils ont encore du crédit, leur donner du crédit supplémentaire s'ils ont acheté du crédit. Et nous n'avons pas les moyens, d'ailleurs, souvent, des fois, c'est une demande qui nous vient de partenaires. Parce que ça leur simplifierait leur propre travail, de savoir quels sont les sites qui sont consultés, de pouvoir, parce que vous savez que dans beaucoup de pays, d'ailleurs, il y a des lois sur la possibilité de vérifier l'utilisation que certaines personnes font d'Internet, etc. Donc tout ça, ce sont des responsabilités qui sont faites au niveau de l'opérateur et non pas de la plateforme Express Wi-Fi. Donc, il y a les garde-fous, j'allais dire, au niveau de la sécurité, et la plateforme est continuellement en train d'être améliorée, donc il y en aura forcément d'autres. Nous n'avons pas eu, à ce que je sache, depuis que je suis chez Facebook sur le Wi-Fi, de faille, de piratage, on va dire, d'informations. Ça n'est jamais arrivé sur la plateforme Express Wi-Fi. Et par contre, comme je disais, sur la partie de la protection des données personnelles, il s'avère qu'on en collecte très peu et on se met bien sûr toujours en conformité avec la réglementation. Nous avons, pour ne rien vous cacher, dans 1 ou 2 pays où il est interdit, les données personnelles doivent rester, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire même un numéro de téléphone encrypté, haché, doit rester dans le pays où nous n'avons pas pu déployer la plateforme. Après, voilà, on fait ce que l'on… Voilà, il y a d'autres plateformes qui peuvent être installées localement, où les données restent chez l'opérateur, etc. Ce n'est pas forcément plus sûr, mais au moins c'est conforme à la législation locale. Merci Jean-Paul pour toutes ces précisions. Peut-être, juste avant de rentrer dans la partie conclusion, Abdou, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la partie cybersécurité et protection des données? Au fait, sur la partie sécurité, moi, je pense que là, il n'y a pas vraiment de souci parce que en termes de connectivité, sur la plateforme, tout client est identifié. C'est-à-dire que quand l'utilisateur veut se connecter, on envoie un SMS sur son smartphone et il répond et on l'envoie un code d'identification, il s'identifie et il se connecte. Maintenant, il y a tout ce qui est, bon, quelles sont les données qui sont collectées et tout ça, mais c'est ça que Facebook collecte. Et toutes ces informations-là restent des informations que, en général, les gens donnent, même quand tu te connectes sur certains Wi-Fi à l'aéroport, soit tu t'identifies par email ou bien tu t'identifies par ton numéro de téléphone. Donc, je pense que, comme l'a dit aussi Jean-Paul, il n'y a pas eu, à notre niveau, il n'y a pas eu de breach en termes de sécurité. Maintenant, les gens ont toujours cette méfiance en termes de quel genre de données ils partagent. Il faut savoir que en Afrique, qu'on se dise la vérité, il y a beaucoup de gens qui te parlent de données, mais tu racontes, tu vois des gens qui ont ces problèmes, mais ils te donnent leur Yahoo. Des gens du gouvernement, ils te donnent leur Gmail. Les données ne sont pas là, hein. Elles sont à Seattle ou quelque part. Je sais pas. Donc, il faut vraiment, je pense que si la personne n'est pas, comment on dit ça, si vraiment, si vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de souci. C'est pas des choses méchantes, un numéro de téléphone ou une adresse email, on ne vous texte même pas, c'est juste pour vous, on ne voit pas ce que vous faites sur votre téléphone. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée de ce que vous faites sur votre téléphone. Vous êtes connecté et en termes de sécurité maintenant par rapport
à tout ce qui est, comment on dit ça, par rapport aux régulateurs et au gouvernement. Mais ces informations peuvent nous permettre, par exemple, là, en termes de pandémie, mais de vraiment traquer, mais c'est des informations qui se trouvent, c'est vraiment, c'est devenu un mal nécessaire en termes de collecte d'infos ou bien d'alerte, par exemple. Par exemple, si on a un réseau Wi-Fi qui est bien distribué, mais on peut alerter tous les gens, ça se fait aux États-Unis, ça s'appelle Amber Alert. Mais ça vient sur les devices des gens. Donc, moi, je pense que il faut voir, quoi. En termes de partage de données, c'est pas méchant. Merci Abdou, merci de préciser. Je pense qu'il y aura toujours une partie de crainte subjective et pas toujours objective, et surtout une partie où il y aura besoin d'une éducation. Il faut imaginer quand même qu'une partie de la population, même si elle utilise le digital, n'est pas sensibilisée à l'usage et donc est facilement influençable par des notions plutôt réalistes ou pas du tout réalistes. On rentre, alors là, on est vraiment dans les 5 dernières minutes. Ce que je vous propose, et je vais commencer par vous, Monsieur Bougouma, c'est peut-être de faire une petite conclusion rapide, d'une ou 2 minutes maximum, et de donner une vision prospective, d'essayer d'imaginer les points positifs sur le Wi-Fi public. Ok, alors, merci beaucoup. Alors, je pense que c'est un peu la chute de nos échanges. On peut commencer par répondre que ce n'est pas une émission impossible. Abdou l'a dit, il y a la compétence, effectivement, il y a l'expertise, il y a les engagements de plus en plus politiques et il y a COVID-19 qui est venu nous rappeler à tous qu'aujourd'hui, il est un impératif pour les différents États, donc, et ce n'est pas seulement africain, de se tourner de plus en plus vers la connexion Internet, sinon la mise en place d'infrastructures qui va permettre à la semaine de déployer des terminaux qui vont permettre aux citoyens de se connecter. Donc, on va dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Autant commencer maintenant pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et sinon, appuyer sur l'accélérateur pour ceux qui sont dans la dynamique. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de conclusion et également dire qu'on a des modèles de réussite en Afrique. Et il faut savoir s'en inspirer. Je vais citer, si vous me le permettez, la Smart City de son Excellence Paul Kagame, qui est parti d'un engagement fort, non seulement de cet homme d'État, mais également par l'accompagnement des acteurs du privé. Donc, ce n'est pas juste une affaire de pouvoir public. Il y a également donc, les partenaires sociaux, il y a également les GAFA donc, qui peuvent appuyer les États. Et le président Paul Kagame est un bel exemple. Et il y a les sociétés privées. Voilà, effectivement, les fournisseurs d'accès à Internet qui peuvent accompagner vers la mise en place de ces outils-là. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de conclusion. Sur une note positive, c'est ensemble vraiment que, à la fois fournisseurs d'accès Internet, opérateurs de téléphonie et État, que chacun, donc ensemble, on peut atteindre ce pari d'interconnexion de nos villes et de services donc dématérialisés à l'endroit de nos populations. Merci, M. Bougouma. Peut-être, Abdou, votre point de conclusion? Non, pour moi, j'aimerais juste dire que bon, l'Internet a été créé en 1958. Hein, là, ça a commencé en 90 avec le boom. Et l'Afrique, là, les pouvoirs publics ont vraiment un devoir, là, parce que ça, on parle de 4e révolution. Hein, et il faut vraiment qu'on travaille sur la réglementation pour nous permettre d'aller vite. Parce que là, on est en train de ramper, mais on peut courir.
On peut aller très, très vite si la réglementation est mise en place. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais parler de ça. Et en termes d'infrastructure, comme je dis, les États maintenant doivent approcher tout ce qui est infrastructure technologique comme ils approchent les infrastructures en matière de pont ou bien de transport. Il faut mettre ça en place et ne pas penser à l'argent. Pensons plutôt aux jeunes qui est au fin fond du village, qui a accès à des outils. À l'université le plus grand du monde maintenant est gratuit. C'est gratuit. Excuse-moi, Jean-Paul, mais c'est YouTube. YouTube est gratuit. Et c'est l'université le plus grand du monde. Les gens prennent des cours là-dessus. Donc, ça, on ne peut pas, en termes monétaires, on ne peut pas mettre il faut se dire que quand on met ça en place et qu'on facilite l'accès, c'est ces genres de choses qu'on enable. C'est ces genres de choses qu'on met en place pour permettre vraiment de voir et le COVID-19 est une des raisons maintenant qui va faire que j'espère que ce processus-là va s'accélérer et qu'on va aller de l'avant et que vraiment il y aura, d'ici 5 ans, on pourra voir des résultats concrets. Sur notre partie, j'aimerais aussi, les compagnies comme Facebook, Jean-Paul, il faut mettre en place des systèmes de garantie. Mega le fait, avec comme les assurances de la Banque mondiale. Vous pouvez nous donner des lettres de garantie. On prend des équipements, on met en place ces réseaux. Moi, je pense que s'il n'y a pas de grant, on peut mettre en place des lettres de confort qui peuvent nous permettre, des jeunes sociétés comme WOW, qui sont au Sénégal, que les sociétés en général ne connaissent pas, ou bien même s'ils connaissent, ils n'ont pas une confiance, mais qu'on nous permette de pouvoir mettre en place l'infrastructure technologique. Le CAPEX, c'est ça la barrière, la grosse barrière à l'entrée, c'est le CAPEX, c'est ces équipements. Moi, je pense que j'ai un souhait. Mon souhait, c'est de pouvoir vraiment lancer un satellite d'ici 5 ans. Mais un satellite, je parle des nanosatellites, ça se lance maintenant à moins de $500 000. Une jeune fille vient de le faire aux États-Unis. Regardez la compagnie. Elle a lancé sa propre satellite avec moins de $500. Elle n'avait même pas l'autorisation, $500 000. Elle n'avait même pas l'autorisation de la FCC. Elle l'a fait. Elle a été chargée. Donc là, c'est là où on est. Moi, je veux lancer un satellite qui va me permettre de résoudre le problème de backhaul et je mets le Wi-Fi partout parce que ça marche. Merci Abdou pour cette note positive et même un peu humoristique à la fin. Jean-Paul, votre conclusion également? Si, Jean-Noël, tout d'abord, je voudrais remercier mes copanélistes pour la qualité des échanges. Certains avec qui j'ai déjà échangé souvent et je suis toujours surpris de voir que les enchères augmentent. Maintenant, Abdou veut lancer un satellite, je ne savais pas. Bon, c'est bien. Là, je vois que rien ne ralentit l'enthousiasme. Mais je voudrais aussi, bien sûr, vous remercier, Jean-Noël, pour la qualité de votre animation et surtout tous les participants qui ont posé des questions. Je viens de voir qu'il y avait une fenêtre questions and answers ou questions-réponses. Je ne suis pas sûr d'avoir tout répondu, mais j'encouragerai donc Soukaina de Digital Africa ou de e-conférence de nous envoyer les questions si on peut y répondre ensuite, parce que l'objectif, c'est ça, ce sont les échanges qu'on peut avoir. Comme je disais, je suis un peu attristé de ne pas être en live pour pouvoir passer une journée et échanger avec tous les participants, parce qu'il y aura forcément des opportunités qui viennent. Et donc, pour finir, mon mot de la fin, si vous voulez, je l'ai un peu déjà dit, je suis frappé par la convergence des incitatifs entre finalement les 3 types de stakeholders, pardon pour l'anglicisme, de participants dont on a besoin pour résoudre cette équation un peu difficile du Wi-Fi public gratuit, si vous souhaitez, c'est-à-dire la partie pouvoir public, régulateur, ministère, etc., la partie entreprise privée, et on va dire pour l'instant les fournisseurs de technologie. Je vais rentrer Facebook là-dessus, le fait qu'on le fournisse gratuitement, à la limite, on pourrait vendre la plateforme Express Wi-Fi si elle apporte assez de valeur
il y aurait un prix pour ça. On le fait gratuitement parce qu'on a nos propres incitatifs, mais à la limite, on est aussi fournisseur de technologie au même titre qu'un fournisseur d'accès, de points d'accès, etc. Et frappé par cette convergence, j'allais dire, et même si je me rends compte, je vous l'ai déjà dit, que parce que toutes les différences, ce petit delta, on va dire, d'incitatif, c'est la raison pour laquelle on n'a pas aujourd'hui des grands partenariats avec des déploiements énormes encore. On est encore au début de l'aventure. On aime souvent dire chez Facebook qu'on n'a fait que 1% du travail. Aujourd'hui, la plateforme, elle a un peu moins d'1 million d'utilisateurs en Afrique sur une petite dizaine de partenaires. On est à 1%. Nous, on voudrait avoir 100 fois plus. Et j'allais dire, puisque Abdou aime dire ce qu'il veut faire dans 3 ans, moi, idéalement, dans 1 an, dans 2 ans, j'aimerais être à nouveau invité en personne, cette fois-ci, pouvoir avoir animé ou participé à une conférence où le titre serait Wi-Fi public, mission acceptée peut-être, et peut-être encore 1 ou 2 ans plus tard, pouvoir dire mission accomplie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Paul. Moi, ce que je retiendrai de ce débat, c'est que la connectivité est un besoin vital pour l'Afrique. Je dirais même que c'est un besoin universel et ça devrait presque être un service public. Des débats, je retiendrai aussi que ce n'est pas spécialement un problème de technologie, les technologies sont là, mais que c'est plutôt lié à un manque peut-être de support des États, des différents États africains, avec des vrais incentives et une vraie régulation qui supporterait les acteurs locaux. Enfin, je dirais qu'il y a, même s'il y a beaucoup de business models, je pense qu'il y a encore des business models à travailler. Et enfin, en conclusion, je vais attendre, je vais surveiller le ciel et vérifier que dans les 5 ans, il y a le satellite d'Abdou qui sera dans le ciel. Voilà. Donc, je voulais vous remercier, Roche, Jean-Paul et Abdou, pour ces superbes débats. Et vous avoir remercié d'avoir suivi Wi-Fi public en Afrique, Mission Impossible, qui n'a, vous l'avez vu, pas du tout été une mission impossible. Donc, je rends la main à Soukaina. Au revoir. Donc, comme il l'a mentionné, Jean-Paul, on va dire que c'est une mission accomplie. Donc, à mon tour, je vous remercie pour la qualité des échanges. Merci encore à tous les participants. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique qui est de la gouvernance des données et de nouveaux intervenants. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Quand en 96, j'ai contacté le gouvernement en leur disant